Welcome to day 4 of our Citizen Voices for Change project webinar. I'm Aurelian Zibine. I'm the project manager of the Citizen Voices for Change project. And today we are starting, another discussion, following on from the discussion we had yesterday. Because we started this webinar by looking at the key issues which affect the performance of organizations that are involved in independent forest monitoring, but also the monitoring of other natural resources, looking at the Congo Basin. And on Monday, we saw the importance of integrating gender, the aspects of financial viability of these organizations. And we also looked at the importance of strategic planning in informing the way in which these organizations work. And it was important from that session, the argument really that to have functional and effective organizations that are capable of monitoring natural resource management, not only in the Congo, but globally, these organizations themselves have to be viable. And then the next day, the 23rd, we then moved into independent forest monitoring, where we had a long discussion around the issues of quality in terms of the evidence that these NGOs are able to generate. And we looked at different tools that have been developed by CV4C partners to improve the quality, the credibility, the reliability of the evidence that is generated for evidence-based forest governance law enforcement. We saw the example of SNOI in Cameroon, where the local NGO developed quality management systems based on ISO 9001-2015 quality management systems. We saw in the Democratic Republic of Congo the adoption of quality management systems, but also the use of the Open Timber portal as tools for strengthening independent forest monitoring in the Republic of Congo. And FLAG introduced a tool that was also designed to provide quality assurance of the evidence that is being generated by local NGOs. And finally, on the second day, we had a presentation from WRI presenting the Open Timber portal as a global platform for sharing information about the forest sector. And yesterday we moved on to the next aspect, which was basically asking the question, what do you do then with the evidence that is being generated from independent forest monitoring? And we looked at the aspect of networks and how networks can provide the framework for using the evidence for advocacy to push for change. And we started looking at the role of independent forest monitoring in really providing transparency in the forest sector. And we looked at the case of the Republic of Congo, where we were presented evidence of the level of forest taxation in the Republic of Congo and the challenges that are related to collecting taxes, which in effect, as we saw yesterday, as governments fail to mobilize these resources, in turn, that also weakens their ability to monitor and control their forests. And in the Central African Republic, we saw from the presentation from Laurent that clearly working together, civil society and traditional law enforcement officials was a key point in improving transparency in the forest sector there. And for the first time in over 15 years, we saw evidence of the state redeploying itself on the ground with support of the CV4C project, with fines of close to $500 million that were meted out to different companies involved in forest illegality. So IFM is having an impact on the ground in terms of generating evidence that would otherwise not be able to come to light
without the work of civil society NGOs. And today we are pleased to take this discussion even further, because we are also looking at the role of other actors in the chain, the media. We're also looking at the traditional law enforcement agencies, the judiciary. And this has been, and I think many will agree with me, that when we look at the FLECT process, as much as a lot has been done on the technical aspects of forestry, the aspect of law enforcement, the role of the judiciary has been very weak. And CV4C project has tried to explore this aspect in terms of how we bring in new actors into the agenda. So thank you very much again for joining this session today. And we are very pleased to have a very strong panel that will begin to share their insights about the role of media and the judiciary. And please, we've developed a number of case studies for you, which capture some of these lessons which we've shared with you in the past days, looking at gender, DRC, we looked at FLAG, for example. And yesterday we looked at Central African Republic and the Republic of Congo. And today we are focusing on the aspect of the judiciary as well. Please, we'll send again in the chat the link to these impact case studies so that you can access them and see some of the nuggets of evidence that we have generated through this project. And it's my pleasure to introduce to you this morning Virginie Vergne, who works for the NGO Wildlife Chimpanzee Foundation in Ivory Coast. We're very pleased that she's kindly accepted to chair and to moderate our session this morning. Virginie is anthropologist by training, and she's been so very much involved in independent forest monitoring in Ivory Coast since 2014. And we are pleased that the organization WCF was actually one of the organizations that was strongly engaged in the creation or the reflections around the PAOE platform, which was presented yesterday, and we're very grateful for that. So without any much ado about nothing, if I may say that, I'll be pleased to hand over the floor to Virginie and to say that the webinar is being interpreted in French and English, so you can, follow the webinar in the language that is most suitable for you. And that please, if you do have any questions, use the Q&A option to send your questions to the moderator, to the panelists as the presentations. Thank you very much, everyone. And Virginie, please, you have the floor. Merci Aurélien, bonjour à tous, bonjour aux panélistes et aux participants. Merci encore aux bailleurs de l'Union européenne pour le financement de ce projet Voix des citoyens pour le changement. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 4e journée. Aurélien nous a fait le résumé des 3 premières journées qui ont été très intéressantes et qui ont donc pu apporter déjà les expériences qui ont été faites durant ce projet, CV4 Change. Aujourd'hui, donc, l'intitulé de la thématique, les boucler la boucle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons voir comment engager les expériences suite à l'engagement du dialogue avec les autorités judiciaires et les médias. Donc voilà, aujourd'hui, il sera vraiment intéressant de suivre les 3 présentations qui vont pouvoir partager les expériences acquises avec le dialogue engagé avec les autorités judiciaires et les médias. Au cours de ces séances, donc, nous allons procéder en fait à des échanges de questions. Donc aujourd'hui, suite aux 3 présentations, les questions seront prises après chacune des présentations. Environ 15 minutes de questions seront prises et je demanderai aux participants de poser les questions, comme l'a dit Aurélien, dans le Q&A, questions et réponses qui est en bas de votre écran, et afin que je puisse sélectionner les questions.
Si nous avons un petit peu de temps à la fin de cette séance, d'autres questions pourront être posées à la fin de la séance. Donc, sans plus tarder, nous allons suivre la première présentation faite par Flora Lamero de CED, Rachel Njeonawa et Loressou de FODER sur l'accroître le rôle des médias dans la gouvernance des ressources naturelles, expériences et leçons et perspectives. Je vous remercie. Notre thématique portait sur accroître le rôle des médias dans la gouvernance des ressources naturelles, expériences, leçons et perspectives. Lors de notre présentation, nous avons le contexte, justification d'un engagement plus accru des médias, approche et réalisation, contraintes et leçons apprises et enfin perspectives. Donc, on commence par le contexte. Il est évident que dans l'univers médiatique, on constate que peu de journalistes sont intéressés par les questions environnementales et de développement durable. Et ceux même qui s'intéressent à ces questions environnementales font un traitement superficiel des sujets, voire des informations erronées, peut-être par manque de sources d'information ou par vérification. On constate également la faible spécialisation des journalistes sur les thématiques environnementales et de développement durable pour des raisons soit économiques liées à la précarité du métier, ou certainement à cause des choix éditoriaux des employeurs et les faibles capacités techniques ou alors le manque de ressources propres. On constate également un accès difficile aux informations environnementales et sur la gouvernance des ressources naturelles. Comme conséquence à cela, nous avons la quasi-absence des questions environnementales dans la presse nationale, tout format confondu. J'entends ici la presse écrite, la radio et la télévision, le traitement superficiel de l'information, comme je l'ai dit plus haut, et enfin la perte des opportunités d'influence et de changement des pratiques en matière de gouvernance environnementale, des ressources naturelles et de promotion des droits environnementaux des plus vulnérables. Prochaine diapo. Donc, nous allons parler maintenant de la justification de l'engagement des médias. Nous commençons tout d'abord par le rôle des médias. Nous savons que les médias ont comme rôle l'information, l'éducation et le divertissement. Mais en ce qui concerne l'environnement et le développement durable, nous avons décidé de donner plutôt 3 autres qui sont l'information, l'éducation et la surveillance. Donc, les médias peuvent informer l'opinion publique sur l'actualité, les politiques publiques et les faits sociaux. Les médias sont également des canaux de diffusion et d'amplification des informations. Les médias ont ce rôle d'éducateur dans la mesure où ils peuvent éduquer des populations, des citoyens sur des phénomènes sociaux, les valeurs, les déterminations et construction des idées et des modes de pensée. Je vais prendre l'exemple du coronavirus où on a remarqué que plusieurs médias, lorsque les médias ont commencé à demander aux population de respecter les mesures barrières, soit de porter des masques ou laver les mains, on a remarqué que ça a éduqué les populations et c'est ainsi que les populations ont pu se mettre aux mesures barrières. Maintenant, les médias ont un rôle de surveillance. Donc, ils surveillent le gouvernement, les autres acteurs sociaux et politiques. Et les médias, tout comme les OSC, sont des lanceurs d'alerte et des acteurs du suivi citoyen de l'action publique. Les médias participent à l'influence et au changement des politiques et des comportements sociétaux, d'où le nom quatrième pouvoir. Donc, le but ici est d'amener les médias à approfondir leur compréhension et à diffuser des messages pertinents, objectifs et crédibles, présentant des enjeux importants pour l'amélioration de la gouvernance forestière. Prochaine diapositive. Donc, là, nous allons parler des approches et réalisations. Tout d'abord, on commence par le FODER. Forêt et développement rural a mis sur pied la Forest Media Award. Bon, ça, c'était avant parce que maintenant, on a décidé d'agrandir et de faire la Forest Forum and Media Award. Forest Forum, c'est
je veux dire, une sorte d'assise qui va durer 2 jours dans lesquels on va inciter les différents médias à s'intéresser aux questions environnementales et développement durable. Et maintenant, ce forum est suivi de la Media Award, qui est une activité de récompense et d'encouragement des efforts de communication des médias sur la gouvernance forestière au Cameroun. Donc là, vous pouvez remarquer une photo où on essaie de récompenser, ou on récompense, je veux dire, les différents journalistes qui ont fait des productions, de belles productions en ce qui concerne l'environnement et le développement durable. Maintenant, le FODER participe également au renforcement des capacités techniques des médias en investigation et communication. Ceci à travers des descentes sur le terrain. On essaie de mettre de l'expertise, d'apporter notre expertise aux journalistes et bien sûr leur mettre en collaboration avec des sources d'informations pour pouvoir mieux traiter et mieux vérifier leurs différentes informations. Nous avons également une structuration des radios communautaires à travers le réseau des radios communautaires, effectivement, pour l'amélioration de la gouvernance forestière. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, ceci permet l'adaptation des lignes éditoriales des médias, la diversification des sujets. J'entends ici diversification des sujets dans la mesure où FODER a un site web où on remplit généralement du contenu. Et maintenant, les médias peuvent venir dans ce site pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir d'abord choisir des sujets qu'ils peuvent traiter et, je vais dire comment, approfondir leurs informations. Voilà, prochaine diapositive. Maintenant, on va parler des approches et réalisations du CED. Le CED partage des publications et actualités dans ses différents réseaux sociaux, et ce qui constitue une base de données où les différents journalistes peuvent s'alimenter en informations et peuvent avoir la vraie et la bonne information. Ils organisent régulièrement des ateliers avec des médias pour leur donner des informations, leur permettre de rencontrer des sources d'informations. Ils font généralement des rédactions, des briefings sur des questions clés. L'inclusion des journalistes, ils incluent généralement les journalistes dans leur mission d'observation indépendante et ils organisent des sessions de renforcement des capacités sur les thématiques liées à l'observation indépendante et l'exploitation illégale des forêts. Donc, ceci à travers une recherche en amont des journalistes compétents et ayant un intérêt pour le développement. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'approche encore du CED, il y a des sessions de renforcement des capacités sur les thématiques liées à... Voilà. Donc, ils valorisent les journalistes auprès de leurs confrères. Ils donnent de l'attention, ils retiennent l'attention des administrations publiques et avec le passage de plusieurs experts au sein de leurs différents programmes, ceci facilite le partage des informations avec les médias. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Maintenant, on va parler des approches et réalisations de l'association FLAG. Ceux-ci collaborent avec plusieurs médias locaux pour le monitoring des publications concernant les différentes activités. Ils mettent sur pied des bases de données pour les journalistes spécialisés et pour le relais d'informations liées à leurs différentes activités. Ils partagent comme FODER et CED des informations dans leurs différents réseaux sociaux pour pouvoir alimenter au maximum les journalistes. Ils produisent plusieurs articles sur le développement de leurs projets, articles à travers lesquels les journalistes peuvent puiser des informations. Ils partagent ces informations dans leurs médias, bien sûr, et leurs différentes plateformes, réalisent et diffusent des reportages vidéo et audio sur les thématiques clés de leurs différents projets et font des monitorings et des publications des activités de leurs projets diffusés par les OSC et les différents partenaires. Bon, quelques résultats, il y a les lignes éditoriales des organes de presse qui sont plus flexibles aux questions environnementales, la diversification des sujets et l'augmentation du nombre de publications sur les questions environnementales,
la fidélisation et la spécialisation des journalistes sur les questions environnementales et la visibilité et la notoriété des activités du projet. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous avons retenu quelques contraintes et appris forcément quelques leçons. Les contraintes, nous avons des contraintes de ligne éditoriale verrouillées parce qu'on constate que les journalistes s'intéressent encore plus à d'autres questions d'ordre économique, politique, mais ne se sont pas encore vraiment engagés dans la spécialisation en ce qui concerne l'environnement et le développement durable. On remarque un désintérêt des journalistes aux questions liées aux questions environnementales, la quasi-inexistence de presse spécialisée, les atteintes à la liberté de la presse et la politisation des enjeux, parce qu'il faut le dire, c'est un environnement très politisé. La disponibilité des moyens financiers, logistiques pour la réalisation des investigations, qui est parfois très faible et qui ne permet pas aux journalistes d'aller sur le terrain et de toucher du doigt les différentes réalités. La mobilité des journalistes consécutive à la précarité des conditions de travail déjà, parce qu'on remarque quand même que l'univers médiatique ici au Cameroun a ce problème-là de précarité des conditions de travail, soit les appareils vétustes et tout. Et enfin, la corruption généralisée, réduisant les efforts des médias et de la société civile, parce que c'est un environnement, il faut le dire, tout ce qui concerne l'environnement et le développement durable, c'est quelque chose où il y a vraiment la corruption. Maintenant, nous avons retenu quelques leçons. Il y a l'allocation des ressources, que ce soit humaines, financières, matérielles. Donc ici, on a constaté qu'il faudrait mettre ces ressources humaines, matérielles et financières à la disposition des journalistes parce qu'on remarque qu'ils sont disposés à travailler, à faire du bon travail, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, on doit essayer de renforcer ces ressources humaines, financières et matérielles substantielles à la communication. Et le développement de stratégies de communication et d'influence avec les médias qui accroissent les impacts des actions, des plaidoyers de la société civile et la voix des communautés. Donc, il faut développer ces stratégies de communication et d'influence sur les médias. Et enfin, la construction d'un réseau de collaboration avec les organes de presse crédibles, ce qui contribuera à augmenter l'adhésion et l'appropriation des renforcements des capacités avec les journalistes. Donc, il faut construire un réseau fort de collaboration avec les organes de presse, mais les organes de presse là qui sont crédibles, qui sont disposés et qui sont disponibles à faire des descentes sur le terrain pour puiser la vraie information et mettre à la disposition de tous. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Bien sûr, nous allons parler des perspectives. Avec la pandémie à coronavirus et la crise dans les zones anglophones, la recherche de nouvelles sources de richesse pour la croissance économique conduit à accentuer la pression sur les terres et les ressources naturelles encore disponibles au détriment des communautés qui en dépendent et de la biodiversité. Donc déjà, il y a plusieurs sollicitations d'informations venant des journalistes. Il y a l'exploitation des médias en ligne parce que là, avec le coronavirus où tous les déplacements ont été restreints, il faudrait déjà, on a trouvé que les médias en ligne sont une aubaine, une niche où on pourrait vraiment utiliser pour pouvoir relayer le maximum d'informations en ce qui concerne l'environnement et la gouvernance forestière. L'appui à la formation académique des journalistes sur les questions environnementales, parce que c'est très difficile de parler d'un domaine dont on n'est pas formé, dont on n'a pas une certaine connaissance préalable. La poursuite des appuis aux médias pour un renforcement de leur rôle et de leur importance dans la gouvernance forestière et le développement durable. Le travail en synergie à travers la mise en place d'un pôle de communication des OSC partenaires pour un partage non disparate d'informations auprès des médias. Et ensuite, l'organisation systématique d'ateliers de formation avec les journalistes au démarrage de chaque projet, ce qui permettra aux journalistes de commencer à communiquer sur ces différents projets et de faire bien sûr un suivi jusqu'à la fin du projet et voire même après. L'objectif étant bien sûr de les familiariser aux différentes activités prévues dans le cadre de leur mise en œuvre afin d'en faciliter la compréhension et par ricochet la perception auprès du public. Et enfin, identifier les moyens et canaux de communication adéquats pour le partage efficace des informations. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup Rachel, et Laure et Flora pour cette très belle et bonne présentation qui a étayé les expériences de FODER, CED et FLAG sur cette question d'implication des médias, de renforcement des capacités pour un meilleur plaidoyer pour les activités d'observation indépendante et pour la gouvernance forestière. J'invite les participants donc à poser leurs questions dans la questions et réponses. S'il y a déjà des questions, sinon je passerai à la prochaine présentation, le temps de... comme il y a pour l'instant, il n'y a pas de questions pour les panélistes. Donc nous allons peut-être passer à la deuxième présentation, le temps... Ah, alors... J'ai une première question de Sarah Fumé, donc de la FAO. Avez-vous des exemples où l'engagement des médias a permis de faire réagir les autorités? Moi, je vais parler de l'expérience avec FODER. Récemment, on a fait une descente, pas récemment, en 2019, je crois, on a fait une descente sur le terrain avec plusieurs journalistes où on parlait de l'exploitation illégale des forêts dans la zone de Ngambétikar. Et plusieurs journalistes étaient sur le terrain, ils ont rencontré des sources et ils ont communiqué sur l'abandon des parcs de bois, sur les coupures illégales des bois. Et à leur retour sur Yaoundé, ils ont fait des différentes publications. Et quelques temps après, on a remarqué que le gouvernement a commencé à réagir, à mettre un regard particulier sur l'entreprise SMK, Siri Jumba-Mekin, à mettre un regard particulier sur cette entreprise. Et récemment, très récemment, je crois qu'ils ont reçu une suspension de 3 mois due au fait de leur exploitation illégale dans la zone. Et cette suspension de 3 mois, s'ils essayent de frauder, la suspension pourrait aller à 1 an, voire bien plus. Mais bien avant la descente sur le terrain, je pense que cette entreprise faisait son travail, faisait ses coupures illégales dans cette zone. Et le gouvernement n'était pas au courant. C'est du moment où les journalistes ont commencé à parler de l'entreprise, à relayer l'information, que le gouvernement a commencé à mettre un regard particulier sur l'entreprise, d'où sa suspension aujourd'hui. Si Flore et Laura ont d'autres expériences à partager, elles peuvent le faire. Merci beaucoup Rachel. Je ne sais pas Sarah si vous avez entendu, c'est vrai qu'on n'entendait pas très très bien, mais si j'ai bien compris, donc suite à une descente de journalistes avec vous en 2019 et sur leurs écrits, le gouvernement a suspendu pendant 3 mois l'entreprise qui faisait des coupes illégales dans la zone, je pense que c'était au Cameroun. Oui, au Cameroun, je pense. Donc, généralement, on fait des descentes sur le terrain comme ça avec des journalistes et je pense que c'est à base de là qu'ils commencent, après les différents reportages des journalistes, que les pouvoirs publics commencent à mettre un œil vraiment sur ces différentes entreprises qui travaillent dans l'illégalité. D'accord, merci. J'ai une autre question donc, de Patrice du Gabon. Il demande si les OSC, CED, FODER et FLAG ont pu réfléchir aux stratégies efficaces pour lutter, on va dire, lutter contre la politisation des enjeux donc, qui sont relevés dans votre exposé et garantir un meilleur succès et effet de leur campagne. Oui. Donc, vous avez parlé dans votre présentation des atteintes à la liberté de la presse et de la politisation des enjeux. Et donc, un participant demande si vos 3 ONG ont pu réfléchir aux stratégies efficaces pour aborder cette problématique de la politisation des enjeux et de garantir un meilleur succès. Oui, merci Rachel de m'avoir passé la parole. C'est vrai que dans notre exposé, on a présenté effectivement cette difficulté de la politisation des questions environnement et tout ce qui concerne cette problématique majeure. Et c'est pour cela qu'on a proposé en perspective effectivement que les organisations que sont CED, FLAG
et FODER et peut-être d'autres OSC aussi travaillent en synergie pour savoir comment communiquer d'une seule voix. Malheureusement, on n'a pas encore eu l'opportunité de le faire jusqu'ici, mais étant donné que c'est une perspective peut-être pour d'autres éventuels projets, on pourrait savoir comment mettre sur pied un pôle communication pour pouvoir gérer les différents challenges auxquels le secteur de la communication de nos activités pourrait être efficacement mené. Donc, je vais donner la parole maintenant à Laurence de FODER et Orline de FLAG pour la prochaine présentation. Merci Virginie et bonjour à tout le monde. Je voudrais également remercier les organisateurs pour l'opportunité qu'ils nous donnent de faire cette présentation, ce qui porte sur les défis de l'implication du pouvoir judiciaire dans la lutte contre l'exploitation forestière illégale au Cameroun et qui propose également des possibilités de solutions. En termes de structure, nous aurons en introduction quelques rappels sur ce qu'est le pouvoir judiciaire, son rôle, ses niveaux d'implication. Nous aurons ensuite, en deuxième partie, quelques expériences en termes d'implication du pouvoir judiciaire et des contraintes y relatives. Nous aborderons ensuite les opportunités et solutions possibles identifiées au cours du projet. Et enfin, nous aurons une conclusion pour terminer. Donc, il faut rappeler que le pouvoir judiciaire, c'est juste un rappel, renvoie l'ensemble des institutions et organes qui, dans un État, sont... Le pouvoir judiciaire renvoie à l'ensemble des institutions et organes qui, dans un État, sont chargés de suivre le contrôle de l'application des lois, qui sont chargés d'interpréter les lois et donc de sanctionner également le non-respect de la loi. Donc, il y a plusieurs niveaux d'implication et d'acteurs qui peuvent s'impliquer dans le suivi de la loi dans le secteur forestier, bien entendu, appliquer les sanctions. Nous avons déjà au niveau des enquêtes, des investigations et sur la criminalité forestière, faunique et environnementale et aussi en matière de constatation des infractions, ce qu'on appelle dans le jargon les auxiliaires de parquet, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, qu'ils soient à compétence spéciale ou à compétence générale, donc de la police, de la gendarmerie, pour les officiers à compétence générale et ceux des agents assermentés des administrations en charge de ce secteur d'activité. Nous avons également des procureurs de la République. Nous avons dans la phase de poursuite en répression, c'est-à-dire la sanction ou en réparation des infractions. Les officiers de police judiciaire qui interviennent encore parce que c'est eux qui dressent des procès-verbaux de constatation des infractions, c'est eux qui peuvent saisir le procureur de la République qui est leur chef, leur hiérarchie judiciaire, à l'effet d'intenter les actions pour le compte du ministère public, pour le compte de la société en général, contre les auteurs des infractions. Nous avons bien entendu les procureurs eux-mêmes et dans la phase contentieuse, nous avons tous qui sont impliqués, à savoir les greffiers, les juges, les avocats et les huissiers de justice. Donc, nous avons un dernier niveau qui est l'exécution des décisions judiciaires où interviennent encore les juges, les procureurs, les avocats, les greffiers, les huissiers de justice. En termes d'expérience du projet et de contraintes, nous avons, dans le cours du projet, constatant la faible implication du système judiciaire dans le suivi de l'application de la loi forestière, faunique et environnementale, procéder à des sensibilisations et renforcement des capacités des acteurs du système, du pouvoir judiciaire, notamment les magistrats, sur la législation forestière ainsi que sur leur rôle
Nous avons également procédé à des dénonciations auprès des procureurs de la République territorialement compétents parce que sur la base du Code de procédure pénale, ils sont habilités à recevoir des dénonciations des citoyens qui ont connaissance des infractions à la loi. Donc, des rapports d'observation indépendante leur ont été envoyés, question de les informer de ces faits présumés illégaux et de les pousser à prendre leurs responsabilités en termes de suivi. Bien entendu, nous avons mené des actions de suivi de la manière dont ces dénonciations étaient traitées par les procureurs. Et le projet a également appuyé des poursuites judiciaires contre des présumés infracteurs. Mais ça, c'est spécifiquement au Gabon, où il y a eu des actions intentées contre des entreprises forestières qui s'étaient rendues fautives de non-respect de la loi. Malgré ces efforts, il y a un ensemble de contraintes ou alors de défis auxquels le projet a été confronté quant à l'implication du pouvoir judiciaire dans la lutte contre l'exploitation forestière illégale. Et nous relevons d'une part les contraintes techniques qui sont davantage liées aux capacités, à savoir les lacunes des officiers de police judiciaire à compétences spéciales en matière de procédure pénale, qui a des règles spécifiques et dont la violation peut entraîner la nullité des procès verbaux et à terme que l'État qui engage le contentieux soit débouté de l'affaire portée devant les instances ou alors devant les tribunaux. Nous avons également, en termes de problèmes de capacité, la faible maîtrise du cadre légal, juridique applicable aux forêts, à la faune et à l'environnement par les magistrats de manière globale. Ceux-ci sont de formation généraliste et ne sont pas, les questions environnementales, forestières et fauniques ne font pas partie des sujets qu'ils traitent au quotidien. Donc, il y a également, en termes de capacité toujours, mais cette fois-ci concernant les citoyens de manière plus large, la faible connaissance et la faible mobilisation des recours disponibles. Il y a des recours qui sont ouverts aux citoyens, qui sont ouverts aux organisations de la société civile, qui peuvent utiliser ces moyens-là pour impliquer davantage le pouvoir judiciaire, mais jusqu'ici, on observe que ces opportunités ne sont pas vraiment valorisées par les organisations de la société civile, par les citoyens de manière générale. Il y a enfin le problème de l'accès aux tribunaux, qui est assez coûteux en termes pécuniaires, mais également coûteux en termes de temps. Les procès sont généralement très longs et ceci est un facteur de découragement parfois pour les justiciables et même pour l'administration de s'engager dans des procès. Il y a un adage qui dit un mauvais arrangement amiable vaut mieux qu'un long procès, et donc parfois les gens préfèrent de procéder par l'arrangement amiable. Et donc ceci nous amène à la seconde catégorie de contraintes, qui sont des contraintes d'ordre procédural, notamment la priorité qui est accordée par l'administration et les autres acteurs aux approches que nous appelons nous qualifions de non juridictionnelles de traitement des infractions, des atteintes à la législation sur les forêts, les ressources naturelles. Et on a le fameux cas de la transaction. On a également les sanctions administratives qui sont appliquées par les administrations compétentes. Ce sont des cas de suspension, de retrait, d'amende qui sont infligés aux opérateurs indélicats. On a également, en termes de contraintes, la faible collaboration entre le pouvoir judiciaire, notamment les procureurs de la République, et
les responsables en charge des secteurs de l'environnement, de la faune et des forêts. Donc, cette faible collaboration se caractérise par une faible communication, par exemple des procès-verbaux d'infraction au procureur de la République, bien que la loi soit claire là-dessus. Les officiers de police judiciaire à compétence spéciale doivent transmettre les procès-verbaux de constatation des infractions à leur hiérarchie judiciaire qu'est le procureur de la République, mais ils préfèrent presque toujours, les transmettre à leur hiérarchie administrative, à savoir le ministre, le délégué régional et autres. Donc, du coup, le procureur de la République n'a pas les informations qui lui permettraient de suivre les cas de non-application de la loi ou d'infraction à la législation dont les officiers à compétence spéciale sont informés. On relève aussi en termes de contraintes la frilosité des acteurs du pouvoir judiciaire, notamment les procureurs de la République, à s'investir dans le suivi de l'application de la loi sur les secteurs, sur l'environnement et les ressources naturelles. La question de la transaction est très vite avancée comme la raison de leur incapacité de s'impliquer, mais les textes sont clairs sur les conditions dans lesquelles la transaction éteint l'action publique. Et donc, nous pensons qu'une plus grande volonté, une meilleure détermination du pouvoir judiciaire, des procureurs de la République pourrait permettre de dépasser ou de surmonter cet obstacle qui, dans la pratique, n'en est pas vraiment parce que les transactions ne sont pas toujours exécutées ni dans les délais, ni en totalité, et du coup, les opportunités d'action du procureur de la République restent peu valorisées. Nous avons également la faible pénalisation des infractions relatives à l'environnement et aux ressources naturelles qui sont dans la catégorie des délits. Et nous savons qu'il y a un lien entre l'importance de la sanction, son caractère dissuasif et l'occurrence des illégalités ou alors l'occurrence des comportements infractionnels des différents acteurs. Donc, le fait que les infractions soient de la catégorie des délits, nous pensons que ceci est également une contrainte ou un facteur limitant de l'efficacité de l'implication du pouvoir judiciaire. Il y a enfin la question de l'exécution des décisions de justice qui impacte négativement l'efficacité de l'implication du pouvoir judiciaire dans la lutte contre l'exploitation illégale. Si on prend le cas du Cameroun, ceux qui sont un peu familiers du contexte se souviennent bien ou bien ont connaissance en parcourant le sommier des infractions des cas de décision de justice qui ont été rendus depuis une dizaine d'années, un peu moins, un peu plus, mais qui attendent toujours leur exécution. Donc, voilà quelques contraintes que nous avons pu relever. À côté, il y a quand même des opportunités et des solutions qu'il nous semble important d'envisager dans la suite pour pouvoir renforcer l'implication du pouvoir judiciaire dans la lutte contre les illégalités dans le domaine des forêts, des ressources naturelles et de l'environnement. L'une des opportunités, c'est le système informatique de gestion des informations sur le contentieux forestier, le SIGICOF, qui au Cameroun est un peu entré en léthargie, et nous pensons que réactualiser cette plateforme serait utile pour renforcer la communication et la collaboration entre l'administration de la justice et le MINFOF. Donc, il y a également les compétences des juridictions administratives
en matière forestière, faunique et environnementale, donc le contentieux forestier qui offre des opportunités de lutter d'adresser les décisions et actions de l'administration qui sont porteuses d'illégalité ou qui catalysent l'illégalité. On se rend bien compte que les illégalités de terrain sont souvent facilitées aussi par des décisions illégales prises par des autorités administratives que le contentieux forestier, le contentieux administratif donne des mécanismes et outils pour pouvoir les adresser. Nous avons également en termes de solutions possibles la création d'une unité spéciale d'officiers de police judiciaire pour enquêter sur le crime environnemental. La raison est toute simple, c'est que la criminalité spécifique aux forêts, à l'environnement, à la faune, aux ressources naturelles en général, est souvent facilitée ou accompagnée par d'autres infractions d'ordre général, des crimes, des délits qui relèvent de la criminalité générale et pour lesquels ces officiers de police judiciaire pourraient apporter une contribution dans le renforcement de la répression. Nous avons également la mobilisation par les autres acteurs de l'administration des recours disponibles. Nous avons parlé tantôt du faible engagement ou de la faible mobilisation par les organisations de la société civile ou d'autres citoyens dans le procès ou dans le contentieux, c'est-à-dire à initier des contentieux à l'encontre des actes qui portent atteinte à l'environnement, aux ressources naturelles et ultimement aux droits environnementaux qu'ils défendent ou qui sont les leurs. Il y a également la mise en cohérence des procédures pénales générales et de la procédure pénale en matière de forêt, d'environnement et de faune. Ces incohérences sont quand même le lit de beaucoup d'inefficacité en termes de collaboration, en termes de coordination. Et nous avons la question de la spécialisation des magistrats et OPJ sur l'environnement et les droits de l'homme. Rappelez-vous, on a dit que la plupart des magistrats sont formés sur des questions générales de la criminalité générale et il nous semble qu'il serait important d'ajouter dans leur curricula des aspects de spécialisation. Donc, enfin, la réforme des procédures du contentieux forestier, faunique et environnemental pour donner plus de place et d'autorité au pouvoir judiciaire dès la phase de recherche. Le code forestier camerounais, par exemple, stipule que l'administration en charge des forêts est chargée pour le compte des communautés de l'État, des populations, de la poursuite, de la constatation et de la poursuite en répression des infractions à la législation forestière. Cette seule disposition nous semble problématique et il serait important de réformer de telles dispositions. Donc, en conclusion, nous dirons que une plus grande implication du pouvoir judiciaire dans la lutte contre l'exploitation forestière illégale est déterminante et même critique pour la gestion durable des forêts, l'amélioration de la qualité de la gouvernance forestière et l'effectivité de la justice environnementale. L'audace, la détermination des acteurs du pouvoir judiciaire, des populations locales, des organisations de la société civile, couplée à la disponibilité des ressources financières suffisantes, est nécessaire pour des changements durables du paradigme de lutte contre la criminalité en matière de ressources naturelles. Rappelez-vous, nous avons abordé la question des coûts des procédures qui pouvaient être un facteur de découragement des actions judiciaires des différents acteurs.
Enfin, le renforcement de la lutte contre la criminalité forestière et des atteintes aux droits environnementaux des communautés locales et des peuples autochtones contribuerait à renforcer la responsabilité sociétale des entreprises et des opérateurs du secteur forestier. Voilà, chers participants panélistes, ce que nous avions prévu de partager avec vous et nous vous remercions pour votre bienveillante attention. Merci beaucoup Laurence et Orline, donc nos deux juristes de FODER et de FLAG. Donc nous allons passer à la séance de questions. Je te demanderai aux participants de poser les questions dans le Q&R, questions et réponses spécifiquement dédiées pour les questions et réponses, s'il vous plaît, plutôt que dans la boîte de discussion. Si jamais vous avez des difficultés pour les questions et réponses à mettre vos questions, vous pouvez aussi me les envoyer en direct. Donc, nous avons déjà des questions pour cette présentation. Une question de Eric Odiquet et de Rainer. Enfin, les questions se croisent un petit peu. Donc, est-ce qu'il y a des jugements qui ont été rendus dans des affaires d'infractions forestières, donc qui ne sont pas seulement restés au niveau administratif? Et est-ce que les lacunes qui sont dans l'implication des autorités judiciaires qui sont présentes depuis quand même plusieurs années seraient une indication d'un manque de volonté politique et ou de corruption des ministères des eaux et forêts notamment? Bonjour à tous, je peux commencer à répondre à la question de Eric et de Rainer. Oui, il y a quelques cas d'infraction forestière qui ont été portés devant les tribunaux, notamment en région, et ce sont des affaires qui touchent relativement à l'exploitation illégale dans les forêts, dans le domaine forestier non permanent. Et on se rend compte que ce sont des affaires, je ne veux pas dire qu'elles sont légères, mais ce sont de petites affaires qui sont très souvent liées à d'autres types d'infractions comme la corruption ou alors la concussion. Nous avons eu à analyser une décision de justice que nous avions publiée sur notre site Internet qui relève en effet ces différents problèmes. On a quelques cas qui arrivent, mais on se rend compte que les juges qui connaissent de ces affaires n'ont pas toujours toute la connaissance nécessaire de la spécificité des questions forestières, des enjeux qui sont en cours, et se retrouvent à mettre en avant les aspects de corruption ou alors de concussion ou d'autres conflits d'intérêts qui peuvent être rattachés à ces affaires. Donc, oui, il y a des choses qui perdurent encore, des problèmes qui perdurent depuis 20 ans, mais on se dit qu'il peut y avoir de l'amélioration parce qu'il y a 20 ans, on n'avait pas ces quelques affaires qu'on a pu identifier au niveau des régions dans les tribunaux. Maintenant, on a le volume d'affaires qui est connu qu'on observe dans le sommier du contentieux forestier phonique est beaucoup plus élevé, même s'il y a des problèmes dans la procédure, dans la suffisance des décisions qui sont rendues. Il y a des problèmes persistent et c'est pourquoi nous sommes en train de dire qu'il faut qu'on agisse sur ces problèmes, notamment sur la spécialisation des magistrats, sur le renforcement des actions de la police judiciaire dans ce domaine pour véritablement donner plus de sens aux affaires qui arrivent devant les tribunaux. Pour démontrer encore la léthargie qu'il y a dans ce sens, l'affaire Azim, qui a commencé il y a plus de 20 ans aujourd'hui, est toujours est sans issue, je dirais, parce qu'arrivé au niveau de l'arbitrage en Côte d'Ivoire, il n'y a toujours pas une décision favorable à la gestion durable de l'environnement. Il y a toujours des questions de procédure qui s'interposent et qui font que ces affaires-là tombent carrément dans l'oubli ou ne produisent pas l'impact qu'on aurait pu attendre d'elles. Donc, je ne sais pas, peut-être Laurence doit ajouter quelque chose. Oui, on est d'accord que les choses n'ont pas vraiment évolué. Et les problèmes, ça je suis sur la question de Rainer, le problème est beaucoup plus systémique
il n'est pas seulement au niveau des assemblées, parce que si on prend le cas de la réforme forestière actuellement en cours, qui traîne depuis, je ne suis pas sûre que le projet soit déjà même arrivé sur la table de l'Assemblée nationale. Oui, il y a un problème à ce niveau, mais il y a également le problème de l'utilisation des moyens ou des recours disponibles qu'on a relevés. Et c'est dans ce sens, bien entendu, que les propositions, les perspectives que nous avons identifiées et proposées sont faites pour que des voies, si je peux puis m'exprimer ainsi, des voies de contournement, des alternatives à la faible implication du pouvoir judiciaire aujourd'hui soient trouvées et soient utilisées, bien qu'on ne garantit pas que grand chose pourrait en sortir si les mêmes causes persistent. On peut penser avoir des mêmes effets. Je parle ici, par exemple, de la corruption. Donc, c'est pour ça que je dis le problème, il est beaucoup plus systémique, il est beaucoup plus complexe. Et quelqu'un disait, face à un gros problème, il faut, je paraphrase, les découper en petits morceaux pour pouvoir apporter les solutions à des petits niveaux, mais qui soient des solutions qui permettent de réaliser un objectif plus grand. D'accord, merci Laurence. Je pense que ça répond en partie à la question de M. François Busson qui justement faisait ressortir, enfin qui posait la question si nous pouvions parler, si vous pouviez parler de la corruption au niveau du fait que notamment les approches étaient non juridictionnelles. Donc, je pense que vous avez déjà apporté une réponse à ceci dans votre dernière intervention, Laurence. D'autres questions donc, sont arrivées. Donc, certaines ont déjà plus ou moins été répondues dans les différentes interventions. Marie-Ange Kalanga demande si vous avez partagé vos conclusions avec les autorités judiciaires des pays concernés. Je ne sais pas si notamment aujourd'hui il y a des participants des autorités judiciaires et ainsi que les populations des localités affectées par ces illégalités. Oui, nous avons relevé dans notre présentation que de plus en plus, nous partageons les résultats de nos observations sur le terrain avec les autorités judiciaires compétentes, notamment les procureurs de la République, pour les informer. Et on a des cas où il y a déjà des réactions de celles-ci, notamment en termes de demande d'information à leurs collaborateurs, les officiers de police judiciaire à compétence spéciale, sur des cas qui leur sont dénoncés, demande d'informations sur qu'est-ce qui a été fait, quelles enquêtes, quels sont les résultats des enquêtes. Et nous pensons que ce faisant, avec davantage de suivi, les choses peuvent évoluer dans le bon sens. Donc, ça, c'est ce que nous faisons pour le cas spécifique du Cameroun. Au Gabon, les collègues sont allés plus loin en portant carrément plainte, en portant des actions, en intentant des actions judiciaires contre les entreprises fautives. Et on a eu des résultats en termes de sanctions de ces entreprises par des tribunaux. D'accord, merci Laurence. Orline, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais compléter ou ça va? Oui, ça va. Bon, je voulais peut-être revenir un peu sur la question des procédures non juridictionnelles. Elles sont non juridictionnelles, mais elles ne sont pas illégales en fait. C'est vrai que les autorités peuvent utiliser ces solutions non juridictionnelles pour déployer leurs ardeurs de corruption, mais en général, ce sont des procédures légales qui sont autorisées par la loi, mais les administrations peuvent utiliser justement ces failles-là pour introduire la corruption dans le processus de règlement du contentieux forestier. Voilà. D'accord, merci. Donc, c'était pour répondre plus précisément à la question de M. Busson-François au niveau de… Ouais.
de la corruption dans le choix qui est donné au suivi des infractions, des procès-verbaux. Merci. Je regarde un petit peu les questions. Oui, en ce qui concerne la corruption, j'aimerais dire que nous devons être prudents avec cette infraction. Si nous n'avons pas suffisamment de preuves de corruption, nous nous réservons, en tout cas, de parler de corruption. Et si vous n'avez pas de preuves d'avoir pris la main dans le sac, un exploitant forestier, par exemple, avec un inspecteur de police, il est difficile d'évoquer ce cas d'infraction en justice si vous n'avez pas de preuves. Si vous n'avez pas de preuves. Donc, vous devez vraiment avoir une preuve et que l'une des parties concernées l'approuve, l'accepte, l'atteste. Dans le cas contraire, même si vous avez l'information, vous ne pouvez pas l'amener en justice sans preuve. Donc, nous préférons, en ce qui nous concerne, nous, OGF, ne pas aller, parce que ça risque de se retourner contre nous. Ça risque de se retourner contre nous si nous n'avons pas une preuve tangible que telle personne est à la base de la corruption que nous voulons dénoncer. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. Monsieur Tanier Bélibi Chrétien-Bertrand demande si la mise en application de toutes ces mesures pourra changer les mentalités observées dans le secteur de la gestion des ressources forestières. J'imagine que c'est l'objectif ici. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ce point. Non, pas véritablement, puisque c'est un problème systémique. La question des mentalités, ça affecte tous les secteurs. Et c'est clair qu'il y a des actions profondes qui doivent être menées sur une plus longue durée pour arriver à changer ça. Donc, en même temps, il faut travailler sur les réformes, mais également sur le civisme et la sensibilité des citoyens, des autorités à la question de l'environnement, de la gestion durable. D'accord, merci Rolly. Oui, oui, Laurence. Oui, je voudrais ajouter que, à la suite d'Orlinde, que les changements de mentalité, les changements comportementaux sont des changements qui s'opèrent sur le long terme. Mais il faut aussi dire que les mentalités s'incrustent, se développent, les mauvaises habitudes, les comportements prennent racine et se développent aussi du fait de l'impunité. S'il y a un certain niveau d'impunité, si l'illégalité rapporte plus que la légalité, les mentalités vont davantage aller ou progresser vers l'illégalité. On a les acteurs vertueux risquent d'être contaminés par les acteurs véreux, voyant que les illégalités ne sont pas sanctionnées ou alors qu'il n'y a pas de sanctions véritables. Donc, des sanctions exemplaires pourraient vraiment contribuer aussi, de par leur caractère dissuasif, à faire changer les mentalités, mais on est d'accord, ce ne sera pas en un temps court, ce ne sera pas du jour au lendemain. Merci Laurence. Je vais prendre une dernière question avant de passer à la présentation suivante, donc de Norma Gitenzia. Pourquoi cette faible collaboration entre le pouvoir judiciaire et les responsables de l'environnement? Existe-t-il une initiative qui n'aurait pas fonctionné? Oui, merci Norma pour cette question. La collaboration entre les administrations forestières et le pouvoir judiciaire pose problème, et le problème prend racine déjà dans les réglementations. Parce que dans les réglementations, on dit les agents des eaux et forêts répondent devant le procureur, mais répondent aussi au ministre des Forêts, qui est leur patron administratif. Donc, très souvent, quand ils ont un dossier, c'est vraiment la confusion parce qu'il y a déjà cette procédure de transaction qui est favorable, qui peut éteindre l'action et qui reste au niveau du ministère. Et très souvent, même dans les réglementations où on demande que même en cas de transaction, le procureur doit être informé, cela n'est plus fait.
Et ensuite, il y a aussi dans les comportements, on a parlé tout à l'heure des problèmes de corruption ou des négociations, back-back, comme on dit chez nous. Les gens de l'administration forestière se disent non, si ça va au niveau du tribunal, c'est le tribunal qui va bénéficier de cette gestion back-back. Oh, donc, c'est comme si c'était une manne que les deux parties voudraient préserver pour elles. Donc, chacun protège ce qui peut rester à son niveau. Ça, c'est vraiment des comportements qu'on a pu noter sur le terrain, des réponses en off qu'on a pu avoir de certaines personnes. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Et l'autre aspect, c'est aussi que les deux parties se disent que qu'elles ne peuvent pas se comprendre. L'administration forestière estime que c'est elle qui a le monopole, qui comprend mieux la question, et l'administration judiciaire se dit non, bon, ça c'est une question spécifique. Si c'est déjà réglé à ce niveau-là, on n'a plus trop besoin d'aller s'imposer au risque de créer des conflits entre les différents pouvoirs. Donc, il y a aussi ce côté-là qui entame la collaboration qui devrait exister entre les deux services. Je ne sais pas s'il y a une initiative qui n'a pas marché. Bon, c'est juste qu'on n'a pas vraiment, on ne s'est pas assuré de la cohérence des textes, au niveau des textes qui encadrent justement cette gestion du contentieux, parce qu'en confiant le contentieux à deux instances différentes, peut-être on n'a pas prévu véritablement de manière légale, de manière claire, comment est-ce que ça allait se gérer de manière beaucoup plus pratique. Donc, je me dis qu'il y a cet aspect aussi qui joue en défaveur de cette collaboration. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Norma. Merci. Je pense que Mme Orline a clairement répondu à cette question. Mais moi, je parle en ce qui nous concerne ici en RDC. Nous nous sommes rendus compte que le magistrat ou le pouvoir judiciaire se considère très éloigné de tout ce qui se passe dans le secteur forestier. Ils estiment que ils ne maîtrisent pas. Et d'ailleurs, ils lisent très, très rarement la loi forestière. Ils la maîtrisent très mal. Et s'ils maîtrisent mal la loi, a fortiori les arrêtés d'application de cette loi-là. Donc, ils sont très éloignés des réalités qui se passent dans le secteur forestier, contrairement à d'autres secteurs, notamment les secteurs miniers, qui sont très, très juteux. Ils préfèrent bien s'occuper des affaires ou du contentieux minier qui va rapporter gros, parce qu'ici, il faut voir la corruption qui s'ensuit, que de s'occuper des questions qui relèvent du secteur forestier, parce que ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Donc, malgré l'architecture juridique, donc, que les officiers de police judiciaire dans le secteur forestier doivent rendre compte à la fois aux magistrats du parquet et à l'administration forestière, malgré que tout cela est bien construit, malgré tout ça, ils ne s'intéressent pas au secteur forestier. C'est ça la réalité. Et donc, si vous allez aujourd'hui dans nos juridictions, chercher les dossiers qui ont trait au contentieux forestier, vous en trouvez très rarement dans nos juridictions. Voilà ce que je voulais apporter comme précision à la suite de ce que Mme Orline a bien clarifié. J'allais proposer aussi que s'il n'est pas disponible, on peut aussi s'arrêter pour aujourd'hui et introduire sa participation pour demain, parce que sa présentation est aussi en lien avec les thématiques de demain. Bon, je ne pense pas. Donc Virginie, peut-être il faut on conclut la session d'aujourd'hui et on réorganise les sessions de demain pour intégrer la présentation de Fiston. D'accord, très bien. Donc là, je note, il n'y a toujours pas de questions sur la première présentation concernant l'implication des médias. Donc, nous allons clôturer sur cette liste de questions-réponses. Donc, je remercie les panélistes d'aujourd'hui pour leur présentation qui ont pu vraiment apporter des informations quant à l'expérience et aux leçons apprises apportées sur ce projet
Voix des citoyens pour le changement, financé par l'Union européenne, que nous remercions grandement aussi pour l'organisation de ce webinaire avec la CIDT. Donc, dans le cadre de ces deux présentations, ils ont apporté des éléments d'information sur l'effort d'implication des journalistes, notamment dans le renforcement de leurs capacités, en développant différentes initiatives qu'on fait FLAG, CED et FODER, donc sur le renforcement des capacités sur les thématiques environnementales, la récompense des meilleurs articles des journalistes, l'implication dans la mise en œuvre de l'observation indépendante. Il y a de nombreuses contraintes dans ce domaine-là qu'ils ont essayé de relever, qu'il y aura à relever, notamment le souci des lignes éditoriales, où il y a très peu d'intérêt des journalistes de parler de la question environnementale, aussi de la politisation des débats et des journaux, le manque de moyens. Donc, en ayant répondu à certains de ces problématiques, il y a eu des améliorations qui se sont vues, notamment lors des échanges. Nous avons pu, Rachel a pu nous spécifier que suite à des articles de journalistes, il y a eu des mesures qui ont été prises contre des exploitants forestiers au Cameroun. Donc, ceci est vraiment à continuer. Et en ce qui concerne l'implication des autorités judiciaires, il y a énormément de points à adresser, notamment le renforcement de capacités, le suivi, on va dire, des affaires qui sont portées à la justice. M. Loubala aussi a évoqué le fait que les autorités judiciaires sont peut-être moins intéressées par le dossier de la foresterie que d'autres dossiers. Donc, il y a encore, si je peux rappeler quelques opportunités, donc vraiment de mobiliser les acteurs, de sensibiliser les magistrats aux questions environnementales et de réformer peut-être les procédures du contentieux forestier pour donner plus de place et d'autorité au pouvoir judiciaire dès la phase de recherche. Je pense que les présentations seront partagées avec les participants à la fin de ce webinaire. Il y a énormément de solutions et d'opportunités qui ont été proposées dans ces deux présentations et je pense qu'ils seront utiles à toutes les ONG qui mènent l'observation indépendante et qui s'intéressent notamment à une plus grande implication des autorités judiciaires et des médias pour faire changer les choses, puisque les rapports d'observation indépendante relèvent des faits et de dénonciations, mais si l'autorité judiciaire ne se saisit pas des dossiers pour sanctionner ou en tout cas pour régler ça au niveau de la réglementation en vigueur, voilà, il risque de rester, les jugements ou les règlements à l'amiable risquent de rester toujours au niveau administratif, ce qui peut, on va dire, réduire l'impact peut-être des dénonciations. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à cette session d'aujourd'hui. Je ne sais pas si les organisateurs, Aurélien, est-ce que tu voudrais compléter Thank you very much, Virginie, and for all the panelists for their presentations and for sharing the experiences with us. Really not something to add, but to say that really the CV4C project, by trying to engage with the media and the judiciary was really to start bringing in this actor when it comes to forest law enforcement, because as I said right at the beginning of the session today, the fact that so far under FLECT particularly we've focused on the legal reforms, we focused on using trade as a lever for forest governance, but really this particular actor within the chain has really been left behind in terms of the law enforcement aspect of forest governance. So really within CV4C it was this attempt, to engage with this actor, and our experience in Gabon, as you'll see from the case studies and from the impact case studies which we've shared with you, is that yes, in effect, maybe progress is not
uniform overall, but in Gabon, working with Brain Forest, for instance, they were actually able to, on the basis of independent forest monitoring reports, to organize communities and to take legal action against 9 companies in Gabon. And they were actually successful in this process in terms of getting, you know, a decision in the favor of the communities for those companies to respect, you know, the social obligations. So there is space here, and I think the idea is how going forward, how civil society organizations can actually carry out, you know, advocacy to strengthen this role and also to build on the recommendations which Orline and Laurence have highlighted at the end of their presentation. Tomorrow, we will continue this discussion and we'll look at the role of the judge in this process. We'll have presentations from Samuel Ndifo on this topic based on a regional study which we've done, you know, doing an analysis of the legislation in 5 Congo Basin countries and trying to bring out really the role of the judge in the process, particularly with regards to forest legislation in the Congo Basin. And we'll also tomorrow be looking at the nexus between, you know, forest illegality and wildlife illegality, because these 2 aspects are linked. And we've done some studies in Central African Republic, but also Cameroon. And tomorrow we'll be we'll try to continue this discussion as well around how these types of illegalities are linked and the role that civil society can also play while fighting against illegal logging, but also focus on illegal wildlife trafficking. And we've been privileged to work with Conservation Justice in Gabon and the Eagle Network, you know, to share lessons between our independent forest monitoring organizations and the work that Conservation Justice does in Gabon. So thank you very much again, everyone, and please do join us for tomorrow, which is the last day of the webinar. Tomorrow, we are really also pleased to have a keynote statement from Mathieu Auga. You know, you all know him. You know, he's worked for the FSC. He's now at the French Development Agency based in Paris. We are grateful for his availability tomorrow to close the webinar. And then also we'll have the opportunity to hear from the head of center, Professor Philip Dayden, to officially close the webinar. So thank you again to each and every one of you for joining today. Massive thanks again to the EU and to the FCDO for funding the CV4C project. And I must mention that one of the key persons in the EU who was really instrumental in this process, Francois Buisson, we are really grateful that you have taken time to take part in this webinar series during this week. We really appreciate your engagement here and the contribution that you were able to make throughout the delivery of this project and the feedback that we got from yourselves, but also the EU delegations in all the 5 countries where this project was implemented. So thank you very much again to everyone, and hopefully please do join us tomorrow for the last day of the webinar series. Thank you.